Bonsoir. Bonsoir Michel Réfi et bienvenue à la Cinémathèque. En juste quelques mots pour aller vite et puis vous pourrez rajouter dans la foulée ou après. Donc vous êtes né en 1950 à Nazareth. Vous avez fait des études de cinéma donc en Belgique dans les années 70 à l'INSAS, de cinéma et de théâtre. Une mise en scène plutôt de théâtre. Et donc premier film 1980, Mémoire fertile, et puis ensuite qui suit avec Noces en Galilée 87, qui est voilà, le film, on peut dire, qui vous a véritablement révélé au monde, qui était à la quinzaine à Cannes. Et puis du coup ensuite vous avez déroulé. D'après ma mère, c'est depuis que je suis né. Ah mais oui, forcément. Ma mère. Et donc voilà, une dizaine de films, et on peut dire que je pense qu'on peut dire que vous êtes vraiment la figure tutélaire du cinéma palestinien, ou si ce n'est pas le père, en tout cas un des pères, quelqu'un de très important, voilà, je pense, pour le cinéma palestinien. Et ma première question, avant de parler de votre cinéma, c'est justement le cinéma palestinien existe-t-il? Alors, on a déjà un début de réponse de par votre présence et de par le fait qu'un festival existe justement consacré au cinéma palestinien, mais plus largement, voilà, question, est-ce qu'il existe? Mais comme l'État palestinien existe, c'est-à-dire, c'est des embryons. Est-ce que vraiment un cinéma est fait par que des films, ou bien par une industrie, par un processus et un système de distribution, des trucs comme ça, avec une politique, disons, en dialectique entre la politique publique, ou voilà, les autorités donc palestiniennes, et le capital privé, etc. Tout ça, si vous voulez, existe et n'existe pas à la fois. Donc, comme l'État palestinien, il existe et il n'existe pas à la fois, n'est-ce pas? Par exemple, pour passer d'un endroit à l'autre, il faut passer par les Israéliens. Bon, nous, je vous avoue, on a de la chance. On peut faire des choses sans passer par les Israéliens. Donc, parce que le cinéma, c'est un art magnifique, c'est un art terriblement moderne, c'est un art dont la technologie l'aide de plus en plus à être un cinéma, je dirais, ou un art émancipé, c'est-à-dire qu'il appartient à l'individu lui-même quand il tourne, qu'il soit réalisateur, ou un jeune réalisateur, ou un type qui aime le cinéma, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc tout ça, ça dépend ce qu'on appelle un cinéma palestinien. Donc, il existe et il n'existe pas à la fois. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens, je crois que l'autre jour, ils ont recensé presque 400 cinéastes ou réalisateurs. Donc, ça veut dire 400 que, oui. Alors, imaginez, vous, tout ça, c'est en 30 ans, ou 35 ans, quoi. Donc, c'est magnifique, si c'est vrai. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui se font, il y a beaucoup d'expériences. Et je crois que, si vous voulez, avec une approche encore plus, c'est pas académique, mais approfondie, et disons, de prendre confiance en soi que nous faisons partie du cinéma mondial, que nos camarades, nos frères, nos collègues, etc., ils ne sont pas que dans le monde arabe, ils sont partout. Eh bien, je peux dire, si vous voulez, que c'est un cinéma qui peut étonner. Et je crois qu'en 35 ans, il y a eu quelques films qui ont étonné. Et je crois que ça va continuer comme ça. Mais bon, voilà, c'est... pourquoi nous avons insisté que... Moi, je me souviens, vous m'excusez, je me souviens quand j'ai présenté La Mémoire fertile. Il faut savoir que moi, je suis né à Nazareth, j'ai le passeport israélien. Que quand je suis arrivé à Bruxelles, dire palestinien, j'avais peur. Et quand on me demandait, vous êtes quoi? Je dis, je suis arabe. Alors, on me dit, oui, arabe, mais d'où? Alors, je dis d'Israël. Il dit non, alors donc tu es palestinien. Bah oui, je suis palestinien. Alors, si je dis je suis palestinien, mais d'où?
Mais de Nazareth, alors vous êtes israélien, enfin, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est derrière nous. Derrière nous. Et c'est sans je dirais, dualité avec l'être israélien. C'est un processus naturel et que je ne comprends pas l'imbécilité des Israéliens jusqu'à maintenant quand je dis que ce n'est pas des individus dans leur système global qui n'arrivent pas à comprendre que c'est un fait historique qui existe et impossible de... Même s'ils nous jettent au-delà du 7e siècle, eh ben, on va revenir et on va demander nos droits. Et nous avons travaillé pour ça. Et je crois que, si vous voulez, c'est ça l'importance du cinéma palestinien. C'est que dans le cinéma mondial et dans le cinéma arabe surtout, hein, eh ben, cette demande est constante chez chacun parmi nous. Et alors, dans ce sens-là, il y a en effet une identité. Il y a une approche forte, disons, qui donne, d'une manière ou l'autre, oui, une identité, un style, une approche de la nature, de l'autre, la manière de parler, etc. Justement, oui, sur cette question finalement de l'identité, parce que forcément c'est un thème sur lequel on allait arriver, donc autant y aller tout de suite. Votre cinéma, il est pas nécessairement identitaire. C'est un cinéma qui pose des questions justement sur l'identité. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un cinéma par rapport à la Palestine ou à l'identité palestinienne, de ce qu'elle pourrait être, avec justement toutes ces difficultés, tous ces paradoxes. Votre cinéma, il a à la fois un regard de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais. Me semble-t-il. Et comment vous composez avec ça, si vous en avez conscience ou pas? Bah, écoutez, disons vraiment l'identité, si vous voulez, moi je n'ai jamais douté. Vous ne pouvez pas dire à l'arbre, tiens, vous êtes un arbre, mais il est arbre. Ou par exemple, au grenadier, vous êtes grenadier, vous n'êtes pas figue. Voilà, on est ce qu'on est. Ça, je n'ai jamais douté. J'étais conscient de l'histoire de la famille, de l'histoire des gens qui m'entourent, de mon histoire personnelle, de ma relation existentielle. C'est-à-dire, si vous voulez, encore une fois, je reviens à cette idée, si vous voulez, que le traumatisme des Palestiniens, ce n'est pas nécessairement contre le traumatisme des Juifs. C'est loin de ça. Et le traumatisme des Juifs n'est pas contre le traumatisme des Palestiniens. C'est un discours idéologique, disons, composé pour arriver à une sorte d'identité meurtrière. Dans la vérité des choses, si vous voulez, nous avons beaucoup de choses à se dire, hein, et à se consoler, et à produire une présence qui sera le meilleur pour nous tous, c'est-à-dire qui regarde un avenir meilleur pour l'humanité. Parce que, si vous voulez, c'est une maladie, cette histoire. C'est une blessure qui vous touche, hein, qui touche tout le monde maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui pensent que les problématiques identitaires, c'est de la politique. Mais non, ce n'est pas de la politique. Vous voyez? Par exemple, je vous donne comme exemple, le frère de ma mère est parti au début du siècle, vers les années 20, à Cuba. Ils ont gardé des contacts avec eux, jusqu'à les années 50, je ne sais pas quand exactement, et ils ont disparu. On ne sait pas où sont, lui, ses enfants, etc. etc. Ma mère pleurait. C'est normal. Mais lui, je ne sais pas s'il a pleuré ou pas, parce qu'il s'est identifié à d'autres choses, peut-être meilleures. Vous voyez, donc, mais combien de Français ont quitté la France pour se trouver au Québec ou bien aux États-Unis, ils ne veulent plus parler le français, etc. C'est-à-dire l'histoire de l'humanité est faite de mouvements, des mouvements de populations. Et il faut accepter une chose fondamentale dans notre 21e siècle, si vous voulez, c'est que c'est un droit, le mouvement.
Et on ne peut pas, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire ces histoires ou bien ces problèmes d'immigration, c'est un problème de droit. Ce n'est pas un problème des réfugiés, d'humanité ou quelque chose comme ça. Est-ce que nous, on est dans une seule humanité ou dans plusieurs humanités différentes? C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez qu'une minorité dans cette humanité a le droit de bouger, d'aller où ils veulent, quand ils veulent, et comme ils veulent, et la grande majorité de l'humanité n'en a pas le droit? C'est ça qu'on va se poser, et c'est à partir de là que nous pouvons ensemble trouver des solutions. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, je crois que c'est fondamental d'arriver à une humanité. Je n'aime pas les mots mûr ou adulte ou quelque chose comme ça, mais simplement que prendre conscience que la guerre, c'est une saloperie. Nous pillons tellement de la richesse humaine pour nous autodétruire ensemble. Alors, mais nous pouvons changer tout ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment des grandes puissances n'arrivent pas à contenir quelques, par exemple, foyers et amener les gens à discuter pour trouver des solutions, plutôt que leur vendre des armes. C'est-à-dire, alors ça veut dire que si vous voulez, ces grandes puissances, je suis désolé, ils sont de retardés mentaux. Hein, parce qu'ils n'ont même pas compris leur propre histoire. Vous voyez, voilà. Donc, si vous voulez, dans tout ça, un Palestinien peut penser, parce que simplement, il vit exactement, si vous voulez, les conséquences de tout ça. Voilà. Alors, dans cette vision de monde, quand moi je parle dans la mémoire fertile, on me demandait c'est quoi la mémoire fertile, je dis, si vous voulez, c'est regarder le passé avec les yeux de présent pour un avenir meilleur. Aussi simple. Voilà. Et donc, si vous voulez, voilà, chacun parmi nous, il a des yeux fertiles aussi. Il a cette mémoire fertile parce que, si vous voulez, on sait que le passé est passé. On peut faire le deuil de ce passé. Le présent, il est mouvement, donc on ne peut pas l'attraper. Oui. Et l'avenir, on peut le réfléchir ensemble. Et c'est comme ça que j'ai construit, si vous voulez, mon projet cinématographique. D'accord. Parce que justement, la question de la mémoire, c'est... Alors, et que... je pensais y aller plus tard, mais comme vous parlez justement de la mémoire, à la fois, il me semble que justement dans votre cinéma, alors c'est pour rentrer plus justement dans vos films, et je ne sais pas si ça va dans le projet, que la mémoire en fait est associée aussi aux femmes. Et justement avec Mémoire fertile, où c'est la question de la mémoire, mais c'est aussi deux portraits de femmes. De portraits magnifiques, c'est un très très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous invite à le découvrir. Enfin, comme les trois films qu'on présente ce soir, les autres aussi, enfin ce week-end. Et du coup, voilà, je me demandais, est-ce que la mémoire et les femmes, parce que les femmes ont un rôle très important dans votre cinéma, elles sont à la fois l'ordre et le désordre, elles sont beaucoup de choses, elles agitent énormément de choses. Et il me semblait que c'était lié aussi justement à ces questions de mémoire. Alors est-ce que c'est à cause de la mémoire fertile ou est-ce que... C'est évident, si vous voulez, l'homme fonctionne différemment que la femme. L'homme, il est vertical. La femme, c'est plutôt... sa construction, elle est plus proche de la terre. Elle n'est pas la terre, c'est tout ce symbolisme un peu naïf, etc. Non, simplement, si vous voulez, il est obligé de s'intéresser, enfin, de faire avec la quotidienneté. N'est-ce pas? L'homme, il va travailler, par exemple, ça veut dire que les femmes travaillent beaucoup, mais même les rapproches de travail est différent. Et sincèrement, moi, j'ai enseigné et je vois avec l'arrivée des femmes, les gens, vous n'entendez pas derrière? Ça veut dire que... bon, entre nous, on en discutera après. Voilà. Si vous voulez, simplement il me semblait que dans la société contemporaine, à l'époque, donc en 1980, l'Europe commençait à sortir un peu de pouvoir masculin, phallocratique. Ouais.
n'est-ce pas? Mais le monde arabe était dedans complètement, il l'est toujours. D'ailleurs, si vous voulez, ce que nous sommes en train de voir avec beaucoup d'horreur, etc., c'est le dernier chant de l'homme viril. C'est l'autodestruction de lui-même. C'est l'autodestruction de sa vision du monde, de pouvoir, de la société, etc. Vous voyez? Et c'est important de regarder ça, parce que, si vous voulez, comme dit Gramsci, les crises, comme les crises que nous vivons maintenant, c'est quand l'ancien monde ne veut pas mourir et le nouveau monde a des difficultés à naître. Et c'est la vérité. Nous sommes dans cette... dans ces moments de l'histoire. Et tout ce que nous voyons, c'est vraiment la fin de cet homme que moi j'ai voulu vraiment changer, l'humaniser dans la mémoire fertile. Ouais. Et que dans Nos Sangs Galilée, j'ai approfondi encore plus. Est-ce que oui, ce que j'allais dire, parce que du coup, on va aussi jusqu'à l'impuissance. Et voilà. dans le Cantique des Pierres. Exactement. Voilà, exactement. Donc, il y a vraiment une logique. Il y avait, oui, ce qu'on peut ressentir aujourd'hui. Vous l'aviez déjà, en fait, c'est déjà présent dans vos. Ah oui, dans vos films passés, dans Cantique des Pierres, il y a une phrase. Un des personnages dit: nous n'avons plus de joie que dans la mort. Alors, regardez aujourd'hui tous les discours sur la joie. Vous voyez, parce que l'homme, hein, je suis désolé, je suis un homme, ne vous inquiétez pas, mais l'homme porte cette sorte de mort. Je suis désolé, c'est même dans sa construction sexuelle, c'est-à-dire il envoie la mort. Mais heureusement, c'est grâce à la femme qui finalement s'est rattrapée pour reproduire la vie. Vous voyez? Oui. Et donc, j'ai voulu, c'est la fertilité, c'est aussi la fertilité de la femme. Hein? Et c'est-à-dire, ça ne veut pas dire l'homme, quand il change, il retrouve une féminité, disons, en lui. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est accepter son humanité. On ne peut pas naître d'un homme et d'une femme sans avoir cette ambivalence. Hein, et d'accepter l'ambivalence, cette horizontalité de la Terre magnifique. Que, bon, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu quelqu'un qui a vécu dans l'air, ni en dessous de la mer, etc. Ils vont de temps en temps, puis ils reviennent. Oui, mais ils ne restent pas. Voilà, mais ils ne restent pas. Tandis que la Terre, elle est la nôtre, il faut la défendre. Vous voyez? Donc, si vous voulez, par exemple, La Mort fertile, elle est structurée là-dessus. C'était un film très féminin. Ah oui, carrément. Voilà, oui, hein, oui. avec, si vous voulez, il n'y a pas début, milieu et fin. Non, c'est des disques comme ça qui vont se frotter l'une à l'autre, les séquences, etc., pour créer, si vous voulez, des moments, des vérités humaines. C'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui est... Enfin, moi, je trouve que je ressens vraiment comme une force dans vos films. Justement, c'est cet agencement. J'ai envie de parler d'un tempo. Il y a un vrai tempo dans vos films. Alors, entre des prises de vue très réalistes et par moments où il y a des séquences de plans fixes très courts qui peuvent être sur la nature. Il peut y avoir des personnages, des humains qui traversent le cadre ou qui sont dans le cadre, mais souvent qui sont des plans comme ça très courts, presque comme des photographies, qui sont comme des moments de respiration comme ça qui renvoient, et tout un travail constant sur le tempo et qui amène, c'est pareil, c'est quelque part une forme de dualité, mais en même temps qui se lie, qui se marie absolument bien entre le réel et l'irréel, ou le conte, hein, parce qu'on peut même parler de conte. Il y a le conte des Trois Diamants, qui est véritablement un conte, mais qui est aussi présent dans vos autres films. Oui. Ben, vous savez, moi, ce qui m'intéresse et que je trouve que le cinéma peut m'aider à ça d'une manière extraordinaire, que j'avais trouvé, par exemple, dans le nouveau roman, dans le film de
Alain... Robbe-Grillet oui, non, mais aussi Alain René, oui. etc. Mais que, si vous voulez, chez Antonioni, vous voyez, c'est-à-dire, si vous voulez, dans le nouveau roman, il y a l'espace mental, hein, qui m'intéressait beaucoup. Chez Antonioni, si vous voulez, c'est la temporalité, le temps qui passe. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous dites, et comme ça, il faut voir mes films, mais c'est simplement, vous savez, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est des sentiments qu'on a, mais moi, je l'explique un peu. C'est que ce qui m'intéresse, c'est l'instant. C'est comment les humains, hein, en vivant réellement l'instant, hein, parce que si vous voulez, c'est ça, beaucoup de gens oublient que chaque instant, il est magnifique dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs couches à la fois. Au fond, je vous parle, je peux avoir des images de Nazareth, je peux avoir des Bruxelles, même des Molenbeek, hein, d'accord, de tout ce que vous voulez, etc. Je peux avoir tellement des images, tellement de souvenirs, etc. Et donc, ces strates, si vous voulez, qui sont en nous, moi, j'aime bien la traduire au même moment et la communiquer aux spectateurs. C'est-à-dire que cet instant, hein, parce qu'au fond, il y a une belle phrase d'Eisenstein qui dit pour celui qui veut, il peut trouver la complexité du monde dans une goutte de rosée. Eh bien, moi, j'essaye, si vous voulez, vraiment, si j'arrive, et je crois dans certains films, et c'est là... Vous y parvenez, oui. Voilà, c'est ça, c'est en regardant un arbre, hein, comment faire en sorte que l'arbre, si vous voulez, devient beaucoup plus de choses que cet arbre. Ouais. Hein, et le cinéma le permet, parce qu'un plan, il est construit avec tellement de niveaux magnifiques, vous voyez, que nous pouvons, nous, les humains, avoir beaucoup plus de plaisir que simplement, si vous voulez, hein, suivre le récit. Alors, à partir de là, le récit, si vous voulez, il est là pour un peu à la manière brechtienne, c'est-à-dire on le suit et je donne de temps de réflexion. On voit le recul. Ouais. Voilà, exactement. Hein, mais pour pouvoir donner les possibilités que le spectateur devient un instant un poète lui-même. Ouais, ça marche, ça marche. Voilà. Et du coup, pour prolonger en fait sur cette question de l'instant, mais du coup, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus prosaïque. C'est sur des passages, des séquences, mais peut-être aussi éventuellement sur l'ensemble de la fabrication d'un film. Mais je pense surtout à des séquences quand il y a des affrontements avec l'armée israélienne, par exemple. Je me posais la question, c'est pris sur le vif, parce qu'à la fois, je veux dire, on n'est pas dans un côté documentaire. Donc la caméra est posée, le plan, les plans sont travaillés. Il y a un travail sur le cadre. On n'est pas dans l'urgence. Dans quel film, par exemple Par exemple, alors là on voit pas le. Là, on ne voit pas le passé, mais dans Cantique des Pierres, je sais qu'il y avait un moment comme ça. Dans le Conte des Trois Diamants, voilà, où ça finit. Et du coup, je me posais la question et je me demandais si c'était, voilà, s'il y avait vraiment, on était dans l'intifada ou si c'était mis en scène, enfin si c'était joué véritablement. Voilà, je me posais cette question. Comment, vous savez, moi, je viens de deux courants. Hein. Je viens de théâtre et de cinéma documentaire. Ouais. Au fond, c'est le théâtre, vraiment le théâtre. Hein. Ouais. Et le cinéma documentaire, simplement parce que j'ai commencé à faire des films pour la télévision belge. Vous voyez, et en plus, j'aimais bien ça. Mais les grands films me faisaient peur. C'est-à-dire, si vous voulez, j'adore, par exemple, comme plein de gens, mais je trouvais, c'est que dans ma formation, je suis venu dans une période où il y avait une école de militantisme dans le sud, en Amérique du Sud, sur la culture de pauvres. Et ce que j'aimais bien dans ce concept, c'est-à-dire, c'est avec peu de moyens, comment on peut aller le plus loin possible, que ce soit au niveau de la poésie, des théâtres, des machins, et aussi du cinéma. Et donc, nous, on disait, il faut faire un film, c'est-à-dire culture de pauvres contre la pauvreté de la culture. N'est-ce pas? Et alors, et je crois que c'est ce que nous sommes en train de perdre, de plus en plus. Ouais. Et alors, si vous voulez, à partir de là, si vous voulez,
Ce qui est important, c'est en disant, par exemple, si je veux parler de la Palestine, à l'époque, j'avais une caméra, un caméraman et un preneur de son. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas restituer le passé. C'est cher. Donc, si vous voulez, il fallait trouver un moyen de faire suggérer le passé poétiquement, qui sort à travers la parole des femmes ou quelque chose comme ça, etc. Et en filmant, si vous voulez, les éléments de la vie, hein, que ces éléments de la vie suggèrent, si vous voulez, le monde présent et nostalgique à la fois. Vous voyez? Ouais. Donc, si vous voulez, alors c'est pour ça, dans La mémoire fertile, j'ai, comment on dit, j'ai poussé le réel vers la fiction. Tandis que dans Non sans Galilée, c'est le contraire. Ouais. C'est un film écrit, complètement écrit, presque tout vraiment écrit au millimètre, hein, mais je l'ai poussé vers la réalité. Vous voyez? Oui, oui. Alors, dans Cantique des pierres, au fond, c'était un reportage. Je devais faire un documentaire. Et puis, je voyais que tout le monde commençait à dire, à parler en termes de slogan au début de l'intifada, la première intifada. Donc, et c'était l'unification du discours national palestinien. Et je me suis dit, bon, ça me donne un film de 10 minutes. Tandis que la force et le poids de la tragédie de ces gens-là est beaucoup plus grande que simplement ces slogans. Donc, il fallait chercher. Et alors, j'ai écrit un poème. Et à partir de ces poèmes, j'ai écrit l'histoire d'amour. Okay. Et donc, je me suis dit, bon, OK, je vais filmer l'histoire d'amour comme si c'était une fiction. Et que chaque fois qu'il y a quelque chose, il nous téléphone, on arrêtait la scène, disons, des fictions, on partait à la recherche de documentaires. Donc, si vous voulez, cette approche a fait qu'on ne sait pas où est le réel, où est n'est-ce pas? Mais tout est réel, tout le documentaire est réel. Tandis que dans Conte de Trois Diamants, comme j'ai fait ces films, je pouvais construire une manifestation comme si c'était de vrai. Ah, donc c'est complètement une fiction. Joué. Voilà. Voilà, parce que vous avez la discussion entre les deux enfants sur son départ, etc., et vous avez la manifestation. Oui, c'est pour ça que je me posais la question, parce qu'en même temps, ça fait tellement vrai, mais voilà, parce qu'on est toujours perdu entre le jeu et la réalité. Et je me dis comment il a pu faire ça, envoyer les gamins jouer au milieu de... Mais n'oubliez pas, si vous voulez, quelque chose de fondamental. Vous, par exemple, dans le cinéma français, vous écoutez une actrice des années 50 ou des années 30 ou des années 70 ou maintenant, parfois vous avez les mêmes tonalités. Oui. Hein, c'est le même rythme des dialogues, la même façon de parler, la même façon, si vous voulez, d'arrêter les virgules, les machins, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, si vous voulez, pour moi, ça veut dire que les réalisateurs sont en train d'être coupés complètement de réel. Par contre, la nouvelle vague, non, elle a essayé de faire autre chose. Vous voyez, mais souvent... Donc, nous, moi, je n'ai aucune... C'est pas que j'ai beaucoup de références cinématographiques de cinéma mondial. Mais dans la société palestinienne, il n'y en a pas. Donc, j'ai une chance folle. Ouais, donc, je joue avec les éléments, comme je veux. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, les acteurs avec qui vous travaillez, ce sont des acteurs ou ce sont des acteurs professionnels, je veux dire, ou pas, ou c'est un mélange entre... Mais si vous voulez, c'est très mélangé. Par exemple, le film que vous allez voir, il y a 4-5 acteurs de théâtre. Qui, à l'époque, ils avaient eu quelques expériences en cinéma. La mère qui est morte, bon, c'est une magnifique dame. C'était son premier film. Le grand-père, c'est mon oncle, le pauvre. Je l'ai mis. Ah, tu répètes ce que je te dis, hein? Il dit, mais je dis ce que tu veux. Je dis, ah non, mais dis-le mieux, hein? Etc. Voilà. Ouais.
Ah, la vieille dame, si vous voulez, je l'ai dénichée en faisant un documentaire. Je l'ai trouvée tellement vivante qui joue la grande-mère. J'étais allé la chercher. Ah, et alors, elle m'a adopté. Je suis son fils, donc je pouvais tout la jouer dans 2 films. Ah, et la plupart sont vraiment de non-acteurs, mais les gouverneurs militaires, enfin, les militaires sont plus ou moins des professionnels. D'accord. Hein, le Mokhtar que vous allez voir, et l'histoire est extraordinaire parce que si vous voulez, j'ai envoyé mes assistants à faire des castings, bon, et puis je tombe sur lui. Et au fond, il habitait dans un village vraiment à côté des déserts, dans le sud de la Cisjordanie. Et je me suis dit, je vais aller le voir. Alors on arrive chez lui et sa femme lui dit, non monsieur, il travaille la terre. On est allé là-bas et je vois un monsieur. Vous savez, l'image, ça trahit. Hein, c'est-à-dire, bon, on est très beau dans une photo parce qu'on est photogénique, mais dans la réalité, C'était pas ça. bah, je regardais, je me disais, bon, et alors avec les mains, c'est comme ça la main là, d'un paysan. Je regarde ses mains, etc. Et les mecs me disent, qu'est-ce que je viens de faire? Et dans le regard qu'on a eu ensemble, eh ben, je ne sais pas, que ça s'est sorti de moi, bien sûr, avec la culture des mille et nuits, des jeans, des machins, etc., etc. Je me suis dit, allez, utilisez ça, on va voir. J'ai dit, le destin veut qu'on travaille ensemble. Hein? Alors, le mec m'a regardé, m'a dit, attendez, il a fait un demi-tour et il s'est éloigné, genre 15 mètres sur un petit rocher comme ça. Et il a médité, honnêtement. Il est revenu et dit oui, le destin veut qu'on travaille ensemble. Alors maintenant, c'est moi qui est dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire? Le mec, il est analphabète. Vous savez. Alors, il fallait trouver des moyens de travailler avec lui. Alors, j'ai lui mis quelqu'un pour lui apprendre le dialogue. Ouais. C'était impossible à son âge. Bon, comme le cinéma est magique, il fallait trouver des solutions magiques. Voilà, alors vous voulez savoir comment? Bah oui, maintenant on veut. Vous voulez maintenant ou après? Non, allez, on dit maintenant. Mais si vous voulez, j'ai remarqué, bon, que je peux faire un découpage où je l'ai étudié bien, je l'ai observé, etc. Et c'est moi qui ai pris son personnage et je lui ai dit, vous répétez ce que je dis. Okay. Donc, au fond, j'ai répété sa manière de parler, vous voyez, et lui, il reprenait, voilà, ouais. Et on filmait. Pas mal. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, Marlon Brando, il découpait le monologue un peu partout, puis il regarde comme ça. Nous, on pense qu'il est en train de réfléchir à je ne sais pas qui. Non, mais en fait, il lit sa ligne de dialogue. Comment? Il lisait sa ligne de dialogue voilà, qu'il avait. Exactement. Alors moi, si vous voulez, par exemple, je savais qu'il doit regarder par ici, je bougeais par là. Alors lui, il me regarde parce que je dis, vous restez avec moi, hein, etc. Bon, vous savez, le cinéma, c'est le mentir vrai. Oui. Voilà. Et alors, la plupart étaient comme ça. Les enfants, parfois, vous avez des talents extraordinaires en Palestine. Par exemple, dans Conte de 3 diamants, vous allez voir, de 2 enfants, celui qui joue Youssef était considéré par sa famille qu'il est retardé mental. Ah bon? Parce qu'il a vu son père presque assassiné avec ses entrailles dehors, etc. Eh bien, c'était un type, croyez-moi, il y a eu un problème avec, à l'époque, c'était le Nagra pour capter le son. Et il est tombé en panne. Eh bien, c'est lui qui l'a réparé. Youssef? Ouais. Youssef, oui, je vous le jure. Et alors, très rapidement, ces mecs-là, je m'excuse de dire ça. Alors, je lui ai obligé, je lui ai dit, vous me les confiez 3 mois. Hein, il est resté avec moi. De se laver les dents, de se laver complètement, de dormir à telle heure, etc. J'ai essayé de réorganiser sa vie
pour que vraiment il reprend confiance en lui. Et chaque fois, je me souviens quand je parlais avec ses parents, et son père lui dit, oui, c'était en plein intifada, hein, et alors je regardais cet enfant, et c'est de la magie. Honnêtement, j'ai des images de lui chez ses parents. Quand je suis rentré, je dis, c'est pas possible, c'est lui. Et quand je l'ai vu, et je demandais, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, le pauvre, il a quitté l'école à 8 ans, parce qu'à cause des problèmes avec son père. Et si vous voulez, à 11 ans, il avait 11 ans, il travaillait dans le garage. Et donc, quand je suis allé et je l'ai vu, je dis, bon, bah, il faut lui donner, disons, une sorte de vision d'avenir. Hein, donc, on a travaillé avec lui et je me souviens, je n'ai jamais vu ça, même avec des acteurs professionnels, quand il s'est préparé tout seul. Alors, il était comme ça, en train de se concentrer, hein, avec une beauté inouïe. Une fois, j'ai crié sur lui, jusqu'à maintenant, je suis culpabilisé. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis culpabilisé. Une seule fois, parce qu'on devait répéter et il n'arrivait pas à se concentrer. Vous voyez? Alors, les petits, alors la pauvreté absolue, c'est lui qui joue Salah, mais d'une intelligence. Vous savez, il est resté en 2 mois, il parlait français. Avec les techniciens, il a appris. Okay, ouais. Donc c'est ça la culture de pauvre, c'est de ne jamais perdre la confiance, hein, de dire que cette humanité, elle est riche. Il faut la révéler à elle-même. Vous savez, c'est ça le problème, c'est que quand on commence à avoir peur des banlieues, peur des pauvres, etc., ça veut dire que le problème, ce n'est pas là, c'est nous. C'est nous qui nous devenons l'homme malade ou le dernier homme dont Nietzsche parle. On n'a plus de force, on n'a plus de courage, et on préfère se faire peur, un peu de plaisir, etc. Et c'est tout. Je crois que si vous voulez, c'est ça, la générosité humaine nous donne la possibilité de découvrir, d'aller vers l'autre et révéler en lui une force. Il faut que notre discours change, notre pratique change. C'est-à-dire, si vous voulez, nos grands-parents étaient des gens que nous transmettaient la sagesse. Vos grands-parents, les miens, etc. Eh bien, il faut renouer avec eux. Je crois que, si vous voulez, quand je regarde, je m'excuse de parler des événements de vendredi, de voir ces jeunes que je connais parce que j'habite Bruxelles et parce que Molenbeek, je vais faire mes courses là-bas, parce que je travaillais avec eux à un moment donné, j'essayais de donner des cours, etc. Si vous voulez, eh bien, si vous regardez, vous analysez les images, c'est une continuité des films américains et des téléfilms américains, mais dans le réel. Vous comprenez? Et c'est là où le cinéma que nous on fait, hein, elle est basé sur l'humanité et pas sur le mensonge. Et alors regardez, calculez en comptabilité imbécile à nous, combien de films médiocres, hein, qui sont basés sur la violence, les crimes, les machins, etc. Comment vous voulez que nos enfants grandissent avec un avenir possible où on voit le soleil, où on voit la nuit, on voit la lune, on voit les étoiles, on sent la neige, on sent la pluie, on voit la fleur, etc. On est coupé de tout ça. Le réel a foutu le camp. Le réel a foutu le camp. Est-ce que, peut-être, parce qu'on va, malheureusement, le temps passe, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je passe un micro. J'en ai. Bah, avec la caméra, parlez. Hein. Moi. Parce que vous parlez de l'immigration, non? Je suis une immigrante aussi, parce qu'il y a une immigration positive et il y a aussi l'immigration négative. Pour notre pays, pour les pays de tiers-monde, il y a beaucoup d'immigration négative
parce que notre capital humain, il est parti. Et notre pays, il est resté vide. Vide de la jeunesse, que c'est très important. Par exemple, la Syrie, il est vide. Vide de sa force de travail, vide de ses ouvriers, vide de ses paysans. Tous les gens, il est parti pour le drame. Vous comprenez ce que je le dis. C'est notre capital humain, notre démographie. Les Israéliens, ils font la propagande pour que tous les Juifs rentrent en ce pays. Parce que c'est très important la démographie. Pour la Palestine, c'est très important aussi la démographie. Notre démographie. Notre pays, il reste vide. Notre pays reste vide de notre force, de la meilleure jeunesse. Ouais. Si. C'est l'immigration négative pour nous. C'est le capitalisme qui se profite de ça. De tout, claro, de notre force de travail. Oui, mais le capitalisme n'a plus besoin d'immigration maintenant. Non, la force de travail, c'est très important para una Europa vieja, ¿cómo se dit? Vieille. Claro, c'est Mais moi, très important. je ne crois pas. Je crois que sincèrement c'est des blablabla de dire qu'un pays a vieilli, n'a pas vieilli, etc., etc. Je crois qu'on est au-delà de tout ça. Si vous voulez, simplement, il y a des systèmes, et ces systèmes doivent changer. Marx dit l'émancipation, c'est toujours le retour de l'homme à son humanité et à des structures plus humaines. C'est-à-dire qu'il faut qu'on privilégie cette humanité, l'humain qui est en nous. Et les structures doivent être plus humaines. C'est tout, si vous voulez, qu'on a vu. Mais regardez, l'histoire de l'humain, c'est le mouvement. Hein? Toute la culture, c'est une dialectique entre les nomades et les citadins. Hein? Combien de villes ont disparu et combien de villes se sont reconstruites. C'est tout, si vous voulez. Et on n'est plus à l'époque des Babel et de je ne sais pas quoi. On est à une époque où on est capable, disons, d'échanger avec plusieurs langues. Je ne vois pas, c'est-à-dire, si vous voulez, regarder les problématiques de race qui est née dans le 19e siècle au 18e. Maintenant, ça n'a plus de sens. Hein? On n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Nous sommes capables d'aimer, hein, de s'aimer terriblement bien et terriblement mal, c'est pas grave. Hein? Mais nous pouvons donner des enfants ensemble. Et ces enfants sont les enfants de la France, les enfants de cette humanité. Vous voyez? Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose qui doit changer en nous. Hein? C'est ça qu'il me semble. Il me semble que nous présumons dans des points de vue du 19e siècle ou des siècles qui n'est pas la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus intéressante. C'est vrai que le capital de plus en plus va dans les mains d'une petite minorité. Mais alors, voilà, ensemble, on dit la vérité, c'est que ce capitalisme, c'est impossible que 2, 3, 4, 10 000 ou 100 000 d'êtres humains sur cette terre ont 80% de la richesse humaine. C'est pas juste, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ça? Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on discutait, et moi, je suis désolé, je me dis, c'est pas possible qu'au Proche-Orient, on a déjà, depuis donc, que j'ai ouvert les yeux, ou que j'ai commencé à comprendre le monde, disons une 50aine d'années, les centaines de milliards que nous avons dépensés pour les armes, on aurait pu presque, si vous voulez, faire un Proche-Orient de paix et de prospérité, etc. Et des universités, des centres de recherche, d'agriculture, enfin, réfléchir le monde autrement. Je crois qu'il faut que nous arrivions à réfléchir le monde autrement. C'est tout. Nous sommes, disons, accolés à ça. Sinon, c'est vraiment, c'est dommage. D'autres questions ? Tout à fait.
Juste une correction, Joseph Stiglitz a évalué à 3 000 milliards le coût de l'Afghanistan et de l'Irak. Donc, centaines de milliards, non, milliers de milliards, voilà, c'est encore plus terrible. Vous savez, moi, déjà, 1 million, c'est beaucoup pour moi. Oui, mais il ne faut pas hésiter. Donc, ça c'est, si vous voulez, ça, c'est pour moi. Hein. Bonsoir. En fait, je voudrais revenir au cinéma. Je suis désolée, je reviens des choses plus prosaïques, mais au cinéma. Je voulais savoir en fait si vous aviez une méthode de travail particulière qui s'était retrouvée sur chacun de vos films, ou si la genèse d'un scénario et la genèse d'une histoire vous venez différemment. Et si oui, comment est-ce que vous travaillez? Mais c'est simplement, si vous voulez, parce que souvent on nous demande. Il faut savoir, un scénario a une histoire. Hein, pourquoi est né le scénario? Vous voyez, c'est-à-dire, le scénario, c'est quoi? C'est qu'au début du cinéma, c'était des bobines. Hein, on donnait à un type qui a appris à filmer, on lui donnait 5 bobines, revenait avec une histoire. Alors lui, il prenait quelqu'un qui court, qui descend, qui machin, etc., etc. Puis voilà, il revenait. Et puis il y a un plus malin, il a dit, tiens, si on met 2, l'un qui court derrière l'autre. Hein? Alors ils ont commencé à courir, etc. Bon, ils tombent par ici, etc. Les gens rigolent, etc., etc. Hein? Après, il y a un plus malin, il a dit, ah, mais si on met une femme dedans, hein? Alors c'est la femme de X, mais l'autre, il ne sait pas, alors il essaye de la draguer, puis voilà, voilà. Hein? Bon, combien de bobines tu veux? Bah, écoute, pour chacun 5 bobines, alors on a 15 bobines. Et puis il ne termine pas. Il faut plus de bobines, etc. Et donc, si vous voulez, jusqu'à un moment donné, ça commence à grandir. On lui a dit, mais écris l'histoire pour qu'on puisse... donc, c'est des comptabilités. C'est comme l'écriture. L'écriture, il n'est pas né chez les poètes. Hein, l'écriture est née au Proche-Orient parce que les villes commençaient à se constituer et qu'il fallait à tout prix, après, vous savez, le troc, etc., etc., et il y a de plus en plus de clients, etc., etc., il fallait trouver une écriture. Et c'est après que le poète a dit, oui, votre visage aussi beau que la lune de ma grand-mère, etc. Bon. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est la méthode donc, de l'écriture, hein, c'est quand je suis obligé, alors j'écris, ça, mais alors la même chose au niveau du découpage. Vous voyez, quand vous avez un film qui coûte des millions, c'est mieux de faire un découpage, parce qu'au moins on sait, si vous voulez, calculer. Tandis que, par exemple, le cinéma que nous on fait, je travaille avec de non-acteurs. Si j'écris, ils ne savent pas le faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je reprends à zéro. Donc, nous partons de réel, hein, ça c'est pour pouvoir, si vous voulez, intégrer ces éléments de la vie dans l'histoire que j'ai écrite. Vous voyez? Alors, voilà, maintenant, si vous voulez, par exemple, si j'écris quelque chose un peu, je sais que je peux le dominer à la manière, si vous voulez, de cinéma classique, c'est-à-dire il y a une théâtralité, mais un point de vue cinématographique, alors en ce moment-là, je peux découper. Vous voyez? Donc, mais tout ça, si vous voulez, normalement, un cinéaste doit le savoir. C'est-à-dire savoir la différence parce que ça fait partir des grammaires de cinéma. Vous voyez? Donc, si vous voulez, moi, je conseille hein, simplement de se libérer de ces idées hein, et de dire, si vous voulez, c'est le réel qui m'impose, la réalité du sujet, la réalité de la production qui m'impose ma méthode. Je donnais, tout à l'heure on discutait, si vous voulez, j'avais pour Noces en Galilée, vous allez voir au début, il y a la réunion de tous les hommes, etc., par rapport au mariage qu'on va faire, le mariage ou quelque chose comme ça. Au fond, je devais le faire ailleurs. On arrive lundi matin dans la maison où nous avons choisi, où le directeur de la photo a fait vraiment comment on dit, des plans, etc., etc. Et le mec nous a chassés. Et en plus, celui qui devait jouer le frère est parti en Jordanie. Alors, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Ce qui est le plus important, c'est que je tombe sur mes pieds. Vous voyez, voilà. Et alors, on était sauvés par un monsieur, il nous a dit venez chez moi, etc. Et puis je le regarde, je dis mais lui il va jouer. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez, on n'est pas dans un studio. Et c'est la même chose, par exemple, dans Cantique des pierres ou dans La mémoire fertile que vous allez voir. Vous allez voir, par exemple, je veux que la dame parle de la condition, sa condition de femme. Elle est veuve, et elle a tout sacrifié pour ses enfants. Sa fille aussi est devenue veuve, mais elle veut se marier. Vous voyez? Alors, comment faire? Est-ce que je pose la question, ou bien je monte l'une contre l'autre? Je les ai mis en situation. Alors, j'ai opté pour ça. Je les ai mis en situation, et j'ai mis ma sœur, parce qu'elle connaît leur histoire, et de temps en temps, je lui ai indiqué pour mettre un peu le feu. C'est votre sœur qui met le feu. Voilà, exactement. Voilà, vous voyez, mais tout ça, c'est pour la cause, la Palestine. Voilà. Quand vous voulez. Peut-être une dernière question, si vous voulez. Après, il va falloir qu'on descende pour monter. Non, pas d'autres questions. Non, après le film, on fait pas de débat. C'est dommage, hein, mais voilà, il y a un grand café où vous pouvez tous venir boire un verre. Bon. Michel Riffi, merci beaucoup. Mais merci pour vous, pour votre patience. Et je m'excuse si je suis bavard.